La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous dire à quel point nous sommes heureux de vous voir en si grand nombre réunis pour ce webinaire sur le sujet que nous choisissons de présenter aujourd'hui. Nous sommes convaincus que votre présence contribuera à l'intérêt de la discussion de ce matin. Veuillez noter qu'il y aura une période de questions d'environ 15 minutes à la fin du webinaire. Durant la présentation, vous pourrez écrire vos questions à l'avance dans la case des questions à droite de votre écran. Voilà, je donne tout de suite la parole à mes collègues qui ont très gentiment accepté de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Sébastien Lavoie, ingénieur au développement des affaires pour le marché canadien chez Roctest à Montréal depuis 10 ans. Sébastien a plus de 20 ans d'expérience en conception, ingénierie, vente et développement des affaires. Et Roberto Valder, ingénieur aux ventes chez Smartech en Suisse. Depuis janvier 2000, il travaille dans les ventes avec une spécialisation dans le développement des marchés et des canaux de vente. Merci de votre attention et bon webinaire. Bonjour à tous, merci d'être présents. Sébastien ici. Donc, on va commencer la présentation. L'agenda aujourd'hui, je vais avoir une diapo sur qui on est Roctest. Ensuite, je ferai l'introduction au capteur à fibre optique. On regarde la détection avec la fibre optique distribuée, des exemples d'applications, l'équipement nécessaire pour la fibre distribuée. Puis après ça, je vais passer la parole à mon collègue Roberto qui va vous présenter les études de cas. Donc, qui on est Roctest? Rapidement. Alors, ce que vous voyez ici à la gauche, c'est la grappe de compagnie Roctest. Roctest, on est basé à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal au Canada. La compagnie a été créée en 1967 et puis dans le groupe, chez Roctest, c'est la maison mère, c'est où les instruments sont fabriqués, notre plancher de production est là. Il y a aussi FISO, notre bureau qui est basé à Québec. On a Smartech en Suisse et Télémac et Nomfra dans le même bureau dans la région de Paris. Le propriétaire de Roctest est le groupe Novametrix qui est basé à Boston. Et puis, vous pouvez voir ici les différentes compagnies qui sont affiliées à Novametrix. Alors maintenant, si on passe au capteur à fibre optique. Alors, la fibre optique, le noyau ici, le cœur de la fibre, c'est en silice, donc c'est de la vitre. Et puis, autour du noyau, on va avoir une gaine optique qui va avoir un indice de réfraction différent du noyau. Donc, l'interface entre le noyau et la gaine optique agit comme un miroir. Et puis, quand on injecte de la lumière dans le noyau, il n'y a pas le choix de voyager dans le noyau. Les autres couches ici sont des protections mécaniques pour protéger la gaine et le noyau. Il y a différents types de capteurs à fibre optique. Le premier en haut, c'est le capteur point. Les capteurs traditionnels électriques sont tous des capteurs point. Donc, un capteur point, par exemple, une jauge de déformation, je vais prendre l'information à un point précis sur la structure, mais ce qui arrive à 1 mètre, 2 mètres de ce point-là, je ne le mesure pas. Avec la fibre optique, on peut aussi faire des capteurs multipoints, donc plusieurs capteurs sur un même câble. Ces capteurs-là peuvent être des capteurs points ou des capteurs longue base qui peuvent avoir une longueur de 20 cm à 10 mètres de long, chaque capteur. Finalement, on peut faire un capteur distribué, qui est l'objet de la présentation aujourd'hui. Donc là, c'est le câble à fibre optique
qui est le capteur comme tel. On vient extraire l'information tout au long du câble. La détection avec la fibre optique distribuée. Donc, pour un projet traditionnel, le projet est en construction, on va avoir un certain budget pour l'instrumentation. Puis là, ben, on va diviser le budget pour l'instrumentation selon les différents types de capteurs dont on a besoin sur le projet. Ça va nous donner un nombre fini de capteurs points, puis on va aller positionner les capteurs aux endroits qui sont jugés importants sur la structure. Cependant, si on a des événements à des endroits où est-ce qu'on n'a pas de capteurs, on ne sera pas capable d'avoir l'information nécessaire pour la prise de décision, pour faire l'entretien de la structure. Alors, si on utilise un capteur distribué, on peut couvrir une surface ou on peut couvrir une distance qui va nous permettre d'aller chercher l'information sur la totalité de la structure. Donc, la fibre optique distribuée nous permet, parce qu'on prend la lecture sur une distance ou sur une surface, de localiser l'événement, nous permet de le quantifier, bien sûr, puis d'obtenir l'information. Si on le compare à une solution traditionnelle, puis qu'on essaie de faire la même chose avec une solution traditionnelle, ça va demander des milliers, des dizaines de milliers de capteurs. Donc, quand on le compare de cette façon-là, la solution de fibre optique distribuée devient économique par rapport à une solution traditionnelle. Des exemples d'applications. Alors, on a ici 3 exemples d'applications. Par exemple, on pourrait mettre la fibre sur un pont comme ça, aller mesurer la déformation. On peut la mettre sur la voûte d'un tunnel pour aller mesurer encore une fois la déformation ou la température pour l'infiltration d'eau. On peut mettre sur une digue pour aller mesurer du suintement, des versements, des mouvements locaux aussi. Pour des structures linéaires, on peut avoir un câble qui parcourt la structure. Puis là, ben, si j'ai un mouvement local, ça va créer une contrainte locale dans la fibre. Puis on va détecter, on va être capable de localiser l'événement sur la structure. Pour un tunnel, ça c'est la façon de faire. Donc, je vais avoir la fibre. La fibre va être connectée à un poste de lecture, puis par accès à distance, l'utilisateur va se connecter au poste de lecture, soit par modem cellulaire ou par réseau Ethernet. Et puis, il va avoir l'interface utilisateur pour aller voir les données en ligne. De la même façon, si on fait surveillance de pente, on va avoir la station de lecture, l'interface, puis pour une pente, ben, comme le mouvement, la zone de glissement va affecter le câble en plusieurs endroits, ça va être possible de déterminer une zone d'influence sur la localisation là, sur le projet. Au niveau des pipelines, on peut faire détection de fuite, intrusion en faisant la surveillance de la température le long du pipeline. En mesurant la déformation, on peut voir la déformation du pipeline comme tel,
Puis aussi, on peut voir les mouvements du sol autour du pipeline. Maintenant, si on regarde l'équipement nécessaire pour des projets de fibres distribuées comme ça, on va commencer par les postes de lecture. Donc, la fibre va être connectée à un poste de lecture. Dans le poste de lecture, il y a tout l'aspect, l'équipement optique, puis il y a un PC aussi dans le poste de lecture. Puis ce que le poste de lecture va afficher, ça va être de façon graphique. Il va donner en axe des X la position de l'événement, puis en axe des Y, on va quantifier le changement. Donc, par exemple, si je mesure une température, on va avoir un pic de température locale qui va être positionné sur la fibre. Si on mesure une déformation, je vais avoir un changement d'état de la déformation locale qui va être positionné de la même façon. Ce que l'on utilise, c'est une propriété physique de la fibre. Donc, dans une fibre optique, quand la lumière se voyage dans la fibre étant de la silice, ce n'est pas une structure cristalline qui est parfaite. Et donc, il va y avoir des photons qui vont entrer en collision avec ces imperfections-là, puis qui vont changer de direction. On appelle ça de la diffusion. Il y a 3 types de diffusion dans une fibre, Raman, Brillouin et Rayleigh. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la diffusion de Brillouin. Brillouin va nous donner température et contrainte dans la fibre. Donc, pour Brillouin, quand il y a un changement d'état dans la fibre, c'est la longueur d'onde de cette diffusion-là qui va changer. Donc, en mesurant le changement de longueur d'onde de la composante en diffusion, on vient changer l'état dans la fibre. Donc là, on peut détecter un changement de température et de contrainte. Donc, l'analyse se fait en 2 temps. Premièrement, c'est dans le domaine temporel. Donc, quand le poste de lecture y injecte la lumière, il va injecter, par exemple, un faisceau qui va avoir 1 mètre de long. Puis, en même temps, il part le chronomètre. Et puis, on connaît la vitesse de la lumière dans la fibre. Donc, on sait qu'après tant de 100 millièmes de seconde, ça va être la diffusion de tel mètre le long de la fibre. Et puis là, on va faire, en deuxième lieu, une analyse du domaine fréquentiel. Donc là, on prend cette portion-là de la diffusion qui est revenue au poste de lecture. On va faire de l'analyse des fréquences, des longueurs d'onde pour obtenir les données d'ingénierie. Donc, le poste de lecture standard a une gamme de mesures jusqu'à 60 km par canal. Le PC est intégré au poste de lecture. C'est un système Linux qu'il y a sur le PC. Le système Brillouin, il y a 2 versions. Il y a le BO-TDR et le BO-TDA. Le BO-TDR en réflectrométrie, lui, le câble est connecté à un seul bout. Donc, le poste de lecture envoie la lumière et puis la diffusion revient au poste de lecture, mais il n'y a pas de retour de la lumière. Tandis que le BO-TDA, en analyse, lui a une boucle et puis le poste de lecture va envoyer un faisceau lumineux dans les 2 directions qui vont se croiser dans le câble. En faisant ça, il y a plus d'énergie dans le câble, il y a une meilleure, il y a plus de signal qui va revenir, plus de diffusion qui va revenir vers le poste de lecture, et puis on a une meilleure qualité des données. Un autre avantage du BO-TDA, c'est que si
jamais il y a une cassure sur la fibre, ben, le poste de lecture est toujours capable de lire la fibre au complet en passant de chaque côté de la boucle. On a aussi un poste de lecture à courte distance. Donc, pour des projets plus petits, on a une version qui va jusqu'à 5 km. Maintenant, au niveau logiciel, alors, chez Rocktest, on a le logiciel DiveView. C'est un logiciel qui a été développé par le groupe Rocktest, par la division Smartech en Suisse. Il fait la gestion des données, l'analyse, la visualisation des données. Puis, comme vous pouvez voir, on peut avoir une représentation 3D du site. On peut avoir une image Google Satellite du site. Et puis là, on vient superposer le câble sur l'image ou la représentation 3D. Et puis après ça, c'est possible de zoomer, c'est possible de cliquer sur une partie du câble pour aller voir les données de cette zone-là en particulier. Le système peut envoyer des niveaux d'alarme, il peut envoyer des alertes par courriel, par texto, des messages vocaux. Puis là, ben, l'utilisateur, en allant sur l'interface graphique, va voir par un code de couleur la zone qui a eu un changement d'état. Et puis, il va pouvoir prendre action ou décision selon la situation. Au niveau des câbles, on a différents types de câbles. Le premier que je vous présente, c'est le Smart Profile. C'est un câble combiné qui détecte et la déformation et la température. Donc, ici, il y a une gaine en plastique dans laquelle est enfouie 2 fibres. Ces fibres-là vont être soumises à la déformation. Et dans le centre, ici, on a un tube qui est rempli de gel. Puis dedans, il va y avoir des fibres qui, elles, ne seront pas soumises à la déformation. Elles sont en flottement dans ce tube-là, ce qui va permettre d'enlever l'effet de température de nos lectures dans les fibres là, qui sont soumises à la déformation ici. C'est possible de faire un câble hybride où on a aussi des fibres de communication pour la communication dans le câble. Donc, le câble peut être utilisé pour le système de détection de fuite, par exemple, sur un pipeline, puis en même temps être utilisé pour la communication entre les stations de pompage le long d'un pipeline, par exemple. Le câble Smart Profile, c'est un câble qui est développé par nous et puis qui est unique sur le marché. On peut, pour l'installation, on peut l'enfouir carrément dans le béton, comme vous le voyez ici, il est attaché à une barre d'armature, ou on peut le fixer sur un mur, comme on voit ici, là, sur la surface du tunnel ici. Le deuxième câble, c'est le Smart Tape. Donc, c'est un ruban, moins d'1 millimètre d'épaisseur. C'est de la fibre de polyimide scellée dans un ruban avec renforcé de fibre de verre. Encore une fois, il y a 2 fibres. Ces fibres-là vont être soumises à déformation et température, mais pour enlever l'effet de température, si on utilise le Smart Tape, ça va prendre un câble séparé pour enlever l'effet de température. Ce Smart Tape-là, habituellement, est installé, collé ou fixé sur une surface plane comme une poutre en acier, par exemple. Et puis, il possède, comme le Smart Profile aussi, pourquoi il y a 2 fibres, c'est pour la redondance. Donc, s'il y a une fibre qui casse, on a une autre fibre dans le ruban.
Le troisième câble, c'est le câble distribué hydrogéo. Encore une fois, on a des fibres à l'intérieur pour température et déformation. On peut aussi avoir des fibres pour télécommunication dedans. Puis tout ça est renforcé à l'extérieur. Donc, c'est un câble qui est fait pour des applications géotechniques, pour être enfoui directement dans le sol, par exemple dans une digue, pour faire la surveillance distribuée. Alors maintenant, on passe aux exemples d'applications. Je vais donner le micro à mon collègue Roberto. Oui, merci Sébastien. Voilà, OK. Je vais vous montrer quelques exemples de projets, d'applications qu'on a fait avec les systèmes distribués à fibre optique. Alors, on commence avec un projet aux États-Unis pour la surveillance du tassement et la formation des dolines dans un vieux site de mine. Alors, ça, c'est en Kansas, aux États-Unis, dans la ville de Hutchinson. Et la ville de Hutchinson, elle se trouve sur une ligne principale de grande vitesse. C'est l'une des plus grandes voies ferrées du pays. Et le chemin de fer passe près d'un ancien site de puits de mine de sel qui a été abandonné depuis le dernier siècle. Le processus d'extraction par solution a provoqué avec le temps la formation de plusieurs grands vides souterrains et cavernes qui, avec le temps, sont un potentiel risque de formation des dolines. L'affaissement du sol et la formation des dolines peuvent se produire très rapidement, c'est-à-dire sur une période de quelques heures à quelques jours, et ça représente clairement un problème de stabilité du sol et aussi un risque de sécurité pour les structures et l'habitation qui sont à la surface, y compris la voie de fer. Alors ici, dans la photo, vous pouvez voir qu'il y a une doline qui s'est formée en 2005 et vous voyez qu'il est tout près de la voie de fer. Voilà, ici, on peut voir l'installation du système. Alors, le système de surveillance distribué a été sélectionné par le client parce qu'il peut fournir des milliers de points de détection à l'aide d'une seule câble de détection en fibre optique. Et aussi en raison de la facilité d'installation dans une tranchée pas beaucoup profonde. Le câble il doit être suffisamment sensible pour permettre une détection du détassement de l'ordre d'une dizaine de millimètres. Le câble il est directement enterré en profondeur d'environ 1 mètre sur toute la zone potentielle de formation des dolines, avec une longueur totale de plus de 4 km. Après avoir creusé la tranchée et enterré le câble, le sol il a été compacté dans une façon mécanique. Voilà, ici on voit l'interface du client et vous pouvez voir la position du câble. Et en haut, on peut voir aussi la doline ici de la photo avant. Alors, le logiciel pour ce projet a été développé pour envoyer des alertes dans le cas où la déformation du sol dépasse un niveau de sol désigné. Si une seule est dépassée,
une alerte est déclenchée et un email ou des messages de texte sont envoyés aux séparateurs et aux pompiers de la ville de Hutchinson. S'il y a une alarme, les pompiers, ils peuvent aller sur le site et prendre des mesures correctives. Si l'alerte n'est pas confirmée par le destinataire, le logiciel envoie encore automatiquement un rappel au même destinataire pour avoir une confirmation qu'ils ont reçu le message. Voilà, ici, on a un autre exemple. Ça, c'est la construction, l'extension du port du Rotterdam aux Pays-Bas. Aujourd'hui, le port de Rotterdam il est un des plus grands ports en Europe. Et ici, on a fait la détection de l'érosion du sol derrière le mur du quai le long du canal que vous voyez ici. Alors, le but du système de surveillance, c'était de détecter l'érosion et tassement du sol et aussi de mesurer la charge avec des cellules de charge ensemble avec le système fibre optique de toute la zone derrière le mur du quai sur une longueur d'environ 600 mètres. 2 lignes de capteurs de formation du type Smart Profile de 560 mètres ont été intégrés dans le sol pendant les phases de construction pour détecter et localiser l'érosion du sol et pour analyser l'évolution du tassement sur toute la longueur du mur du quai en détectant les changements de la tension dans le sol. Alors ici, on peut voir la zone du mur du quai qui a été instrumentée. On peut voir aussi en bas dans le dessin la section, la position des capteurs par rapport au niveau de l'eau dans le canal. Et puis, il y a la cabine avec l'équipement qui est près du chantier où il y a tout l'équipement pour les capteurs qui ont été installés. Voilà, ici, on peut voir alors à gauche, on peut voir le graphique avec les données, sont les données brutes d'ingénierie de la déformation en micromètres en fonction de la distance. Et on peut voir clairement un phénomène d'érosion du sol. Alors ici. Et ici, on a trouvé une façon, je voudrais dire, smart pour détecter l'érosion. C'est-à-dire que quand le câble il est enterré dans le sol, il est en contact avec le matériel du sol même. Et s'il y a de l'eau qui filtre dans le sol, avec le temps, le matériel autour du câble vient être retiré, ce qui va provoquer une sorte de vide, de vacuum autour du câble, ce qui fait que le câble se déplace tout seul. Alors, le déplacement du câble est détecté comme une contrainte du câble lui-même. Et puis, ici, on peut voir encore l'interface client, ce que le client il va voir. Et ici, un petit peu le schéma qui montre la façon de faire une surveillance automatique continue du canal. Voilà, ici on est en Suisse et ici on a fait la surveillance de la déformation d'une conduite forcée d'une centrale hydroélectrique dans le canton de Valais. Et alors ici, c'était lors d'une inspection normale de la conduite forcée.
qu'une première fissure a été détectée dans une section horizontale de la conduite souterraine. Et cela a été dû au glissement du terrain qui se produit à une vitesse relativement élevée, c'est-à-dire d'environ 0,5 mm par an, et aussi en raison de la qualité du soudage relativement faible dans la construction de la conduite. Alors, ici, on peut voir en total 120 mètres de conduite forcée ont été monitorés avec 4 lignes que vous voyez ici, du câble de détection distribué, Smart Profile, qui a été collé sur le mur et à la surface en acier de la conduite. Alors, dans les photos ici, vous voyez l'installation du capteur à l'intérieur de la conduite forcée en acier et aussi à l'intérieur du tunnel d'accès de la conduite forcée qui était en béton. Alors ici, vous pouvez voir déjà une très claire fissure dans le béton. Voilà, ici, on peut voir encore une fois les données brutes d'ingénierie qui sont gérées dans le système. Ici, on voit la fréquence bruit-loin qui correspond à la variation de la contrôle, tension du capteur en fonction de la distance. Et on peut voir clairement la formation des fissures dans la section en béton du tunnel. Voilà, ici on va en Suède où on a fait un très important, grand projet pour un pont. Ça, c'est le pont Goethe en Göteborg, dans la ville de Göteborg, en Suède. Et c'est un pont de grande importance pour la ville. C'est une de 3 structures qui relient les 2 côtés de la rivière à Göteborg. Alors, le pont, il a été construit pendant les années 30. Alors, il est pas mal vieux. Et il est sujet à des bris dus aux charges répétées, à la corrosion de l'acier et à l'usure après plusieurs années de service et mauvaise qualité aussi de l'acier qui a été utilisé pendant la construction. L'installation du système de monitoring a été complétée pendant les années 2003 et 2004 avec le but du pont de faire son service en toute sécurité pendant les 15 années suivantes, c'est-à-dire jusqu'à la construction d'un nouveau pont qui a commencé maintenant. C'est-à-dire que le pont que vous voyez ici va être fermé et après il y aura le nouveau pont qui va servir la ville de Göteborg. Alors ici on peut voir l'idée de monitorer, c'est d'avoir des capteurs distribués qui vont tout le long de la structure. Alors ici on a eu des capteurs, des smart tapes, comme vous voyez ici, de déformation, et on a utilisé aussi des capteurs de température pour compenser les effets de la température sur les capteurs de déformation. Alors, oui, le pont a été monitoré, les 5 poutres du pont ont été monitorées, vous voyez ici, et chacune avec une longueur totale de à peu près 1 km. Et ici, vous pouvez voir les spécifications qui ont été demandées à ce moment-là, quand on a commencé le projet. Alors, il y avait une demande de résolution de la déformation de l'ordre de 3 micromillimètres et une précision de la mesure de déformation
de l'ordre d'une vingtaine de micromètres. Et la détection de fissures, c'était un minimum de 0,5 mm sur 10 cm. Le temps d'acquisition, c'était autour de 2 heures. Alors ici, on peut voir encore une fois, bon, ça, ce sont toujours la fréquence brillouin, ce sont les données qui sont gérées directement du système. Et bon, ici, on peut voir comment on a développé le logiciel pour détecter aussi les fissures. Alors ici, ça, c'est vous voyez la fréquence brillouin qui est en fonction de l'amplitude du signal et qui correspond à la variation encore de la contrôle tension du capteur. Alors, avec le pic strain que vous voyez, alors le pic strain correspond à la moyenne de la déformation sur une résolution spatiale de 1 mètre, tandis que le pic crack, c'est la variation de la déformation locale induite par la fissure. Alors, cette configuration du logiciel permet de détecter des fissures avec un minimum de largeur de 0,5 mm sur une longueur de 100 mm. Voilà, ici, on peut voir encore l'interface utilisateur qui montre les 5 poutres monitorées. Alors, dès la détection et la localisation des contraintes inusuelles et des fissures, le système va générer des alarmes qui sont envoyées par des messages SMS ou des emails aux opérateurs afin qu'ils puissent faire une inspection visuelle et, si c'est le cas, aussi de fermer le pont et le trafic. Voilà, ici on revient en Suisse. Ça, c'est un tunnel routier. C'est l'autoroute l'édite route du Saint-Gothard. C'est l'une des artères de transport nord-sud les plus importantes en Europe et une des autoroutes le plus fréquentées en Suisse. Alors, en raison de la pénétration d'eau de pluie accumulée derrière le revêtement en béton du tunnel, entre la roche et le revêtement, une partie du revêtement, comme vous voyez dans la photo, le long de la voie rapide, s'est effondré en juin 2017. Alors, pour assurer la sécurité et le service du tunnel, le client, l'opérateur, a décidé d'installer 2 lignes de capteurs à fibre optique distribués qui sont maintenant toujours fixés sur le revêtement du tunnel et qui permettent la détection et la localisation tous les mètres de la déformation du revêtement en béton et la formation des fissures dues toujours à la pression hydrostatique entre la roche et le revêtement. Alors ici, on peut voir, ça c'est le capteur il est en bas, puis il va en haut. Il suit un petit peu la structure du béton. Et puis, il y a un autre capteur de l'autre côté de la voie. Alors ici, encore les données d'ingénierie brute. Et ici, on peut voir encore la contrainte en micromillimètres du capteur en fonction de la distance. Et on voit les variations de la contrainte dans une section localisée du tunnel. Et les pics que vous voyez sont les pics de déformation qui sont corrélés à des petits mouvements des fissures dans le béton. Voilà, ici, c'est l'interface visuelle du client. C'est ce que le client voit. Et ici, les couleurs indiquent le niveau de déformation enregistré en fonction de la position.
Alors ici, il y a seulement 2 sections du tunnel qui sont surmontées à ce moment-là. Voilà, ici, on change de domaine. Ici, on est dans le domaine des mines. Ça, c'est un tunnel d'extraction du minerai en Australie, dans une mine. Et ici, on a fait le monitoring encore une fois, de la déformation, du tassement des tunnels d'exploitation et forage d'une mine d'or en Afrique du Sud. Pardon, non, ça c'était en Australie, pas en Afrique du Sud. Et le but, c'était pour détecter et évaluer le comportement et les actions à prendre du massif rocheux et de son influence sur les autres tunnels pendant les opérations d'extraction de la roche dans les tunnels. Alors, le but, c'était l'augmentation de la productivité et de la sécurité suite à une meilleure connaissance et analyse du comportement du massif rocheux fracturé. Alors, 3 tunnels d'opération ont été instrumentés avec un total de 7 km de câbles, dans ce cas-là, le Hydrogeo, et aussi, avec le même câble, on a aussi mesuré la température. Alors ici, on peut voir la façon d'installation du câble dans le tunnel. Alors ici, on a utilisé un seul câble qui suive, encore une fois, la structure du tunnel. Alors, la méthode d'installation du câble de Hydrogeo a comme objectif de fournir une bonne liaison entre le câble et la surface du tunnel, en assurant une bonne transmission des efforts entre la surface du tunnel et le câble de détection. Alors, le câble, il a été fixé au moyen des brides en plastique sur des mailles de la paroi que vous voyez ici, et ça pour permettre de maintenir près de la surface du tunnel le câble, et après de être recouvert de béton projeté. Voilà, ici on reste dans le domaine des mines. Alors ça c'est la mine Mototolo en Afrique du Sud, et c'est la surveillance de l'intégrité d'un barrage de résidus miniers, Mototolo, qui fait partie du projet de la mine de platine d'Erbrochen en Afrique du Sud. Alors, le barrage est en effet une sorte d'extension de l'infrastructure minière pour permettre le stockage des résidus qui sont pompés par des conduites forcées depuis l'usine de traitement où le minerai est traité. Voilà, ici on peut voir la configuration, comment le câble il a été installé. Alors ici, c'était un total de 8 km de Hydrogeo, encore une fois, de la détection alors, de la déformation et de la température, qui a été posé pendant la construction du barrage sous le revêtement de la géomembrane, en permettant la surveillance des déformations à l'interface revêtement-fondation sous le barrage, et aussi le monitoring des infiltrations d'eau à travers les possibles défauts du revêtement. Alors, on a fait, avec le même câble, on peut mesurer la déformation et aussi la température qui donne une information pour des possibles défauts du revêtement dans le barrage. Alors ici, on voit encore l'interface graphique du client. On peut voir aussi la station où il y a
tout l'équipement. Et aussi, ici, les mesures sont été prises automatiquement et introduites dans le logiciel qui est capable d'afficher les résultats à distance et de déclencher des alarmes en cas des événements critiques. Ça, par exemple, par relais ou directement dans le système SCADA du client ou encore une fois pour des messages SMS ou avec des emails. Voilà, ça c'est le dernier exemple. Ici, on est aux États-Unis, à New York. Ça, c'est un projet récent qu'on a fait. C'est la surveillance de l'intégrité du tunnel de la métro de New York, le tunnel Canarsie. Et le tunnel, alors, il est long, tout long de la ligne L du réseau du métro. Et il relie Manhattan avec Brooklyn. Le tunnel a été inondé en 2012 suite à l'ouragan Sandy, qui a provoqué des dommages aux câbles électriques et aussi aux parois des conduites en béton que vous voyez ici, qui sont ici les jaunes. Alors, ici, encore une fois, des câbles Adringer de détection avec une longueur totale de plus de 4 km. Ils ont été fixés sur les parois en béton dans les deux directions parallèles du tunnel pour détecter le minimum de déplacement, de déformation des parois qui pourrait potentiellement faire tomber du matériel sur les voies ferrées. Voilà, ici, on peut voir la condition à gauche, la condition des canalisations, des parois avant la réparation, après l'ouragan Sandy. Et dans l'autre photo, on peut voir pendant l'installation, c'est-à-dire bon, l'application de la colle entre le câble de détection et la paroi en béton. Voilà, ici, on peut voir encore l'installation du câble dans le tunnel. Et à droite, un petit détail du câble, ici en noir, il est protégé avec une résine spéciale pour protéger le câble des animaux qui peut être endommagé par les animaux dans le tunnel. Voilà, merci bien. Ça, c'était la dernière slide de notre présentation. Merci. Excellent, merci pour la présentation. Nous allons maintenant passer à quelques questions que certains participants ont posées. Commençons maintenant en laissant la parole à notre collègue René Deblois, directeur de vente chez Rocktest à Montréal. Oui, merci Jennifer. La première question que j'ai, c'est au niveau du dernier projet qu'on vient de voir, Canarsie Tunnel, quelle est la durée d'installation typique pour ce genre de projet-là? Oui, alors, oui, la durée, bon, normalement, la durée d'installation pour ce genre de capteur, c'est à peu près de 200-300 mètres par jour avec deux techniciens. Bon, il faut nettoyer la surface, il faut appliquer la colle et puis il faut protéger encore le capteur. Alors, à peu près 200-300 mètres par jour avec deux personnes. Merci Roberto. L'autre question qui est revenue quelques fois, est-ce plus cher d'utiliser la fibre optique versus des capteurs traditionnels comme la corde vibrante ou autre chose qu'on utilise plus fréquemment? Oui, alors je peux répondre à ça. Je peux vous donner des idées de prix ou de coût de projet. Par exemple, dans ceux qu'on a vus, ça va d'un petit projet comme la conduite forcée qui est à peu près 100 000 $ canadiens à un projet comme le pont Gotha en Suède qui est à 1,4 million.
Les montants que je donne là, c'est pour l'équipement uniquement, c'est pas pour l'installation. Puis, dans le reste des projets, ben, ça varie entre les deux. Là. Par exemple, la mine d'or en Australie, on parle de 350 000 375 000 par exemple. Merci. Une dernière question peut-être. Quel est le maximum de la déformation que peut prendre un capteur lorsqu'il y a un événement? Par exemple, pour le projet de Hutchison au Kansas. Bon, oui, il n'y a pas vraiment une sorte de limite parce que après, quand il y a une forte déformation, à un certain moment, le matériel qui est autour du câble, il va glisser et ça permet de ne pas casser le câble. Alors, le câble, il reste fonctionnel, en tout cas, il ne se casse pas, mais on perd un petit peu la mesure pendant ce moment. Mais bon, l'avantage, c'est que de ne pas casser le câble et de continuer à mesurer aussi dans le futur. Merci, Roberto. C'est tout pour les questions pour l'instant. Je pense qu'on n'a plus de temps, anyway. Bien, merci encore une fois, oui, Sébastien et Roberto, pour vos réponses. Malheureusement, le temps passe et nous avons apprécié toutes les questions que vous nous avez envoyées. Nous répondrons à vos questions directement à chacun de vous par courriel dans les prochains jours. Merci beaucoup à tous d'avoir pris le temps aujourd'hui, d'avoir montré de l'intérêt pour notre webinaire et en espérant que nous pourrons collaborer à des projets futurs ensemble. Donc, si vous avez des questions pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, merci. C'était un plaisir pour nous.